Je vais excuser le fait que j'ai pas de voix, parce que, bon, je suis toujours assise, donc, bon, m'importe. Donc, on va pas que vous portiez attention, peut-être, plus à moi que quelqu'un d'habituel. Donc, voilà. Donc, la figure du vampire ne peut être séparée du concept de la tradition dans sa description, puisqu'une communauté doit l'accepter et se l'approprier pour qu'elle perdure dans le temps. Si un certain noyau traditionnel demeure présent pour qu'une continuité symbolique s'installe, d'autres aspects peuvent être malléables. C'est pour cette raison que la créature vampirique peut être représentative de la figuration amoureuse. Par contre, comme nous le verrons au cours de cette présentation, la vision de l'amour véhiculée par la figure littéraire du vampire est violente, dévorante et surtout atypique, car l'amour et la haine se côtoient dans l'échange sanguin et par le renversement de filiation qui mène à des relations incestueuses. Ça a l'air qu'on parle d'inceste cet après-midi, ça me paraît. OK, donc, tout d'abord, le concept de la tradition peut être brièvement décrit comme étant la transmission d'un savoir à travers le temps. Sans l'acte de transmission, les traditions cesseraient tout simplement d'exister. La transmission implique donc quelque chose qui va au-delà d'eux, à travers quelque chose. Petite parenthèse, un vampire, ça mord quelqu'un. Les dents vont au travers la peau. Ça va revenir plus tard. Ce qui est transmis peut être physique, comme un artefact, ou culturel, comme des coutumes et valeurs. Nous pouvons aussi regrouper les éléments plus symboliques, tels que les figures et les symboles. Bien sûr, une transmission d'un certain savoir à travers les âges doit être faite afin d'obtenir une perpétuation d'une tradition donnée. Les éléments centraux doivent demeurer présents, tandis que d'autres peuvent être modifiés ou supprimés. En effet, une vision d'une certaine tradition est imposée à un groupe ou une communauté qui, à leur tour, se l'approprie. Ensuite, les membres de la communauté sont en mesure de modifier certains éléments de la dite tradition avant de la retransmettre aux générations futures. Comme le sociologue Edward Shears le souligne, sans ces modifications, il n'y aurait pas d'histoire et donc aucune transmission de tradition possible. Les éléments plus symboliques et transcendantaux, tels que les figures, sont ceux qui possèdent, à mon sens, le meilleur pouvoir emblématique de la tradition. Toujours selon Edward Shears, la transmission de la tradition sous-tend quelque chose d'inconscient malgré son côté rationnel. Donc, la transmission balance entre la transcendance par sa tendance symbolique et entre l'immanence à travers sa rationalité. Cet entre-deux peut être facilement relié au vampire, puisque celui-ci est toujours dans l'ambiguïté entre la vie et la mort. De plus, les figures sont des constructions intellectuelles et culturelles. Ces produits de l'esprit humain ne sont pas des traditions, mais ils ne peuvent continuer d'exister seulement qu'en devenant des traditions, puisque des constructions culturelles requièrent une continuité symbolique et temporelle. Sans cette dernière, les figures resteraient à l'intérieur de leur communauté d'attache pour ensuite disparaître. Ainsi, les figures littéraires, comme celle du vampire, sont bel et bien des constructions imaginaires, et celles-ci servent, entre autres, à expliquer l'inconnu. Exemple, les maladies, la peur de l'autre, le sexe, etc. Les figures étant donc malléables, peuvent devenir emblématiques de concepts plus abstraits. Cependant, il demeure primordial de conserver un noyau de transmission. Cet élément central non seulement donnera une forme plus solide à la figure ou bien toute autre idée transmise, mais il fera aussi en sorte qu'une certaine vision traditionnelle de la tradition soit véhiculée. Si nous prenons l'exemple du vampire, le noyau de transmission primordial dans le cadre de cette présentation est l'acte de morsure lors de la transformation vampirique. En effet, s'il n'y a aucun échange de sang entre le maître vampire et la victime, aucune transmission de savoir vampirique et d'attributs physiques intrinsèques. Ce que j'appelle ici attributs physiques intrinsèques, ça peut varier selon les romans. Là. Ça peut, exemple, vite comme ça, là, voler, se transformer en animal, avoir une vision surhumaine, etc., etc. Là. Il y a plusieurs visions de ça. Mais, donc, c'est ça. Sans aucune transmission d'attributs intrinsèques par l'échange de sang, tout ça ne serait pas possible. Donc, la morsure n'est pas seulement un acte transformatif, mais également un acte d'enseignement, un acte de transmission d'une tradition propre aux vampires. Lorsque cette dite transmission, que j'appellerai ici de base, est partagée, le maître vampire doit former le nouveau-né afin que celui-ci puisse apprendre pour ensuite inculquer sa propre vision de la tradition des vampires à ses victimes. Si le ou les noyaux centraux de tradition demeurent intacts,
d'autres éléments secondaires peuvent être modifiés. Par exemple, après le suicide de son premier maître, le vampire Lestat doit devenir autodidacte et se créer une toute nouvelle vision de la tradition vampirique. Ce faisant, il change plusieurs éléments secondaires à son image. Exemple, il donne très peu d'enseignements et de formation à ses protégés, Louis, Claudia et bon, toutes les autres personnes qui vont transformer aussi. Et donc, il change des éléments secondaires de la tradition des vampires, mais également par association un noyau un peu plus principal. En effet, puisque Lestat a eu une éducation autodidacte, il force ses nouveaux-nés, par le fait même, à le devenir. Ainsi, Louis et Claudia partent en Europe à la recherche d'autres créatures de l'ennemi pour enfin comprendre leurs origines. Donc, nous pouvons attester que la figure du vampire est malléable dans sa signification face au concept de la tradition, mais elle demeure emblématique de ce dernier dans tous ses angles primaires. Donnez-moi 2 secondes. Donc, comme nous l'avons vu jusqu'à maintenant, les figures littéraires, et tout particulièrement celles du vampire, sont non seulement des constructions culturelles, mais elles sont aussi emblématiques du concept de la tradition, puisqu'elles ne peuvent exister que de cette manière. Sans une transmission sur une longue période de temps des caractéristiques primaires se reliant au vampire, les caractéristiques primaires ici sont créatures de la nuit qui boit du sang humain en mordant quelqu'un avec 2 dents, auraient cessé d'exister, faisant donc perdre au vampire son statut de figure. Alors, puisque celui-ci a besoin de tous ces éléments pour perdurer dans le temps, il est indéniable que le vampire est emblématique de la tradition. De plus, le vampire littéraire, et par le fait même cinématographique, possède une lignée littérale de tradition. Nina Auerbach a brillamment affirmé que, ici c'est une traduction libre de ma part, elle a affirmé que chaque période historique adopte le vampire dont elle a besoin. Le vampire folklorique d'avant le 19e siècle fut l'image explicative de l'inconnu, tant au niveau des maladies que de la part de l'étranger et de l'immigration européenne. L'héritage vampirique dans la culture populaire prit son envol avec la publication de Dracula de Bram Stoker en 1897. Le conte Dracula ici, le conte fut la représentation par laquelle les vampires plus modernes commencèrent à voir le jour. Stoker, avec son roman, remplit l'objectif de donner au vampire un pouvoir figuratif en l'illustrant comme un être diabolique en quête de sang et ouvert au plaisir de la chair par l'acte de la morsure. Il faut aussi souligner que au 19e siècle, tout ce qui était sexe, c'était très, très, très tabou, puis il ne fallait pas en parler. Donc, c'est pour ça aussi que le vampire devient très figuratif dans les romans de Stoker. Ainsi, les lecteurs pouvaient vivre de manière décalée leur désir refoulé. Par contre, une dichotomie s'installe puisque le pouvoir ecclésiastique dominait tout à cette époque. Donc, fidèle à la pensée de la plupart des gens, Bram Stoker tue son personnage vampirique au nom de Dieu. Lorsque la séparation de l'État et de l'Église fut complétée, le vampire, au fil des années, devint le personnage principal avec une psyché propre et non plus le simple vilain. Avec les facultés de penser et d'agir, il était dorénavant un individu à part entière, apte à penser par lui-même, tout comme les hommes et femmes qui n'avaient plus besoin de la transcendance de Dieu pour agir. Cette vision du vampire fut globalement acceptée lors de l'apparition des Vampire Chronicles d'Anne Rice au milieu des années 70. Donc, la figure littéraire de la créature se nourrissant de sang humain est emblématique du concept de la tradition, mais elle possède aussi sa propre lignée traditionnelle. Donc, puisque la figure du vampire peut exister seulement qu'en devenant une tradition tout en étant emblématique du concept, nous pouvons affirmer qu'elle est malléable tout en conservant un noyau solide par et pour sa continuité symbolique et temporelle. Cette capacité d'adaptation fait aussi d'elle des véhicules parfaits pour explorer plusieurs visions de différents concepts et idées. Cependant, un des concepts les plus importants représenter par le vampire est celui de l'amour. De par sa nature, la créature vampirique ne sera pas garante de l'amour beau et pur, mais plutôt d'un amour frôlant la haine, un amour dévorant, meurtrier. En effet, l'amour vampirique ne peut qu'être violent à la base. Toute relation entre maître vampire et victime débute par une agression de la part du vampire face à l'être humain qu'il a choisi de transformer. J'ai aussi ici à dire en petite parenthèse que chaque victime qui est transformée pour le besoin d'une transformation, non pas juste pour se nourrir de sang, mais pour transformer quelqu'un, la victime est toujours élue par le maître vampire, toujours.
Donc, OK. La morsure est sans équivoque une agression physique et mentale. La plupart du temps, le vampirisme est imposé à la victime, elle en fait très rarement le choix. La morsure est un geste si violent qu'il est souvent imagé comme un viol. Lorsque le vampire Lestat des Chronicles d'Amherst est attaqué par son futur premier maître Magnus, il tente de résister à l'agression. Citation ici. I fought him harder than I had ever fought anyone or anything in my existence. I beat on him, kicked him, tore at his hair. Damn you, damn you, damn you. I was roaring, and he drew closer, and the teeth went through my flesh. Le débat de Lestat face à Magnus propose clairement l'idée que la victime est non consentante, mais que le vampire force quand même l'attaque afin de mordre et boire le sang de l'homme. Une vision semblable de la violence de l'assaut vampirique est mise de l'avant dans Dracula. Lorsque le comte boit le sang de Mina Harker, cette dernière décrit le toucher de Dracula comme étant une horrible malédiction. Quand le vampire quitte enfin la chambre de sa victime, Mina began to rub her lips as though to cleanse them from pollution. L'image de saleté corporelle peut parfois être associée à l'après-choc d'une agression, comme le démontre la réaction de Mina après la morsure de Dracula. Donc, l'attaque vampirique est clairement un acte de violence extrême imposé, la majorité du temps, sur une personne qui résiste à la dite imposition. Cependant, après que le maître vampire ait mordu sa victime, cette dernière doit boire le sang de son futur mentor pour que la transformation soit complétée. S'il n'y a pas d'échange de sang, il n'y a pas de transformation. Donc, cet échange de sang mutuel ne permet pas seulement à un être humain de devenir un vampire, mais surtout de transmettre un certain savoir vampirique, des qualités intrinsèques, ce que je disais tantôt, les armes volées, etc., ainsi qu'un amour parent-enfant et des sentiments typiquement amoureux que l'on retrouve dans un couple. Cette dichotomie fait en sorte que les relations familiales vampiriques, je dis familiales parce qu'ils deviennent pas mal une famille, c'est communautaire, mais c'est familial, c'est très spécial comme vision d'une communauté. Donc, ces relations sont la plupart du temps incestueuses. Pour illustrer la relation parent-enfant et l'amour se dégageant de la transmission du savoir par l'échange du fluide de la vie, revenons à la transformation de Lestat. Peu de temps après son refus, Magnus le mord, Lestat boit le sang de Magnus et le discours de ce dernier change du tout au tout. Citation encore une fois ici. Love you, I wanted to say, Magnus, my unearthly master, ghastly thing that you are, love you, this was what I had always so wanted, and could never have, this, and you've given it to me. Donc, l'image de l'agression de la morsure se modifie en admiration et en amour inconditionnel. Lestat idolâtre Magnus, car ce dernier lui a donné la liberté que l'ancien fils de marquis, parce que Lestat est un ancien fils de marquis, donc il donne enfin la liberté qu'il recherchait tant. De plus, la transmission de la tradition vampirique prend tout son sens lorsque Magnus affirme que Lestat boit, citation encore une fois, « The wine of all wines, this is my body, this is my blood ». Là, ici, il faut que je vous le dise, là, les termes body et blood sont mis en majuscule. Donc, le fait que les termes body and blood soient en majuscule propose une certaine puissance transcendantale, comme il est souvent fait avec le nom de Dieu. Magnus est non seulement le maître de Lestat, mais avec tout son pouvoir de transmission de savoir et de tradition, il devient l'idole auquel son nouveau protégé dévouera tout son amour. Lestat perçoit également son premier maître comme son amant. Lorsque le vampire en devenir se nourrit du sang de Magnus, il décrit une partie de l'expérience comme suit. Citation. I felt the blood coursing down the length of my throat. I was against him, and I could feel his sinews, his bones, the very contour of his hands. I knew his body. Ici, le terme knew, donc savoir, est mis en italique dans le texte. Donc, non seulement est-ce qu'il connaît chaque détail du corps de Magnus, mais il y a aussi, à mon sens, vraiment une transmission d'un savoir X. Donc, ici, dans ce cas-ci, d'un savoir vampirique à travers l'acte de « je te mords, tu me mords et finalement je me transforme ». Donc, le nouveau-né vampire boit le sang de son mentor, mais il ressent également tous les attributs corporels de Magnus, comme deux amants agissent lors de l'acte sexuel. Donc, la relation entre Lestat et Magnus est à la fois une relation mentor-élève, parent-enfant, idole-disciple et finalement relation physique et amoureuse. En plus de ces multiples types relationnels, les familles vampiriques, par un renversement des filiations, sont parfois incestueuses.
Par exemple, dans Interview with a Vampire, Louis et Lestat transforment une jeune enfant prénommée Claudia. Ils la traitent comme leur propre fille, mais Louis et Claudia développent également une certaine relation amoureuse. Claudia appelle Louis son amant, his lover. Cependant, le renversement de filiation le plus intéressant dans les Chronicles d'Anne Rice est celui entre Lestat et sa mère, Gabrielle. Cette dernière étant atteinte d'une maladie incurable, Lestat, fraîchement vampirisé, fait de sa propre mère sa première transformation vampirique. Et il pose ce geste par amour. Lorsque Gabrielle devient une créature de l'ennemi, Lestat et elle partagent une relation maître-élève, mais aussi une filiation parent-enfant renversée, ainsi qu'un lien amoureux atypique. En effet, Lestat tente d'éduquer sa mère à la tradition vampirique, comme tout bon mentor doit le faire. Cependant, la nouvelle filiation est particulièrement intéressante puisque l'amour inconditionnel d'une famille perdure, mais l'impact de l'autorité est renversé par la transformation vampirique. Lestat était le fils de Gabrielle, Gabrielle était sa mère. Avec la transformation, tout ça se retourne. Donc, Lestat devient le parent et la maman devient l'enfant. Donc, ce changement modifie non seulement l'aspect autoritaire, mais comme la majorité des relations entre créatures viveuses de sang, la relation entre Lestat et Gabrielle prend un tournant incestueux. Dernière citation. And jetting up into the current came the thirst, not obliterating, but heating every concept of her until she was flesh and blood and mother and lover, and all things beneath the cruel pressure of my fingers and my lips, everything I had ever desired. Cette citation regroupe tous les points de vue explorés dans cette présentation. En effet, nous pouvons déceler à la fois une transmission de tradition vampirique, surtout avec le bout où est-ce qu'il dit qu'il peut ressentir chaque concept de sa mère. Donc, il peut ressentir sa mère de tous les détails au niveau physique, mental, mais aussi, en connaissant des concepts, on a un partage de savoir qui est fait. Ensuite, on a un amour corporel et mental, parce que, bon, corporel parce qu'il dit qu'il ressent toute sa chair, son sang, mental parce qu'on a encore, malgré la lien de filiation renversée, il y a encore un amour familial, inconditionnel, qui est dans tout ça, surtout quand il dit qu'il demeure quand même sa mère. Et on a aussi un début de relation incestueuse, parce qu'à la fin de la citation, il finit par dire que sa mère devient aussi his lover, donc son amante. Et avec le bout vraiment final de la citation, il dit qu'à travers cette morsure, il peut enfin avoir tout ce qu'il a toujours désiré. Donc, il y a quand même un amour incestueux qui se dégage de la transformation vampirique, etc., etc. Donc, pour conclure, le vampire est emblématique du concept de la tradition à travers sa figuration représentative d'éléments tabous, tels que les plaisirs de la chair. La tradition est inséparable de la figuration dans ce cas, puisque les figures ne peuvent perdurer dans le temps seulement qu'en devenant des traditions. Le pouvoir symbolique de celle-ci fait en sorte que le vampire devient malléable tout en restant un noyau solide au niveau de la signification de la morsure et de l'échange de sang. Ces éléments sont indispensables pour la transformation vampirique, mais ils possèdent aussi un pouvoir de transmission de savoir et de caractéristiques intrinsèques. Par contre, la violence de ce geste mène à un amour-haine, reliant à la fois une image du viol et un besoin corporel et mental, un besoin amoureux. Cet amour est ensuite perçu à travers des relations mentor-élève, parents-enfants, qui deviennent souvent incestueuses, et finalement amoureuses atypiques. Donc, le vampire, par sa force et sa malléabilité, devient représentatif de plusieurs visions de la figuration amoureuse. Le partage de sang, d'enseignement, de tradition et de corps et d'âme font du vampire la figure parfaite pour exprimer des désirs conscients et ou inconscients. Étant également une figure à caractéristiques passionnelles dans presque tous ses agissements, il n'y a aucun doute que l'amour, même s'il est violent et dévorant, fait partie intégrante du vampire de Dracula à aujourd'hui. Voilà.